Sous la main, A en chaîne pour, sans mots coups légers. Certains se les fluides, d'autres pour criants, enjoués, encore audacieux, ceux durs ou généreux, pour réparateurs aussi. Blanche-les sur là, mots s'écrivent feuilles. Ah, pardonnez-moi. Ma langue a perdu l'ordre des mots. Cela m'arrive lorsque je suis émue. Je disais donc, sous la main, les mots s'enchaînent sans à-coups, fluides, légers pour certains, criants pour d'autres, ou encore enjoués, audacieux, ironiques, durs, généreux, réparateurs aussi. Les mots s'écrivent sur la feuille blanche. Il leur faut juste un prétexte, un thème, un jeu, un challenge. En définitive, un point d'ancrage. Mais parfois, les points mots même cherchent ceux. Parfois, à ce son silencieux qu'impression vocabulaire on l'a perdu d'avoir. Ce silence critique dû souvent au nous-mêmes que nous donnons-nous bien. Oh, pardon. Ah, décidément, je suis confuse. Je reprends et cette fois-ci, je vous promets, je ne bifurque plus. Enfin bref. Mais parfois, les mots se cherchent. Parfois même, ils sont à ce point silencieux que l'on a l'impression d'avoir perdu tout vocabulaire. Ce silence, bien souvent dû aux critiques que nous nous donnons nous-mêmes, ce silence, lorsqu'il parle, il est un juge qui nous tourmente. Mais tu n'as rien à écrire. Regarde donc ton style, si pauvre, si peu inventif. Et puis le nombre de fautes d'orthographe. Tu te souviens des notes que tu avais en français à l'école? Médiocres, tu étais dans les moyennes. Et les remarques des professeurs peut mieux faire, pas assez développées, trop superficielles. Allez, allez, tu vas regretter de participer. Tu vas te rendre ridicule. Et ce n'est pas fini. Le juge de poursuivre. Et puis là, ce soir, à coup sûr, tu vas bafouiller. D'autant que tu es incapable de parler fort. Tu vas en faire dormir plus d'un. Allez, cesse de prétendre à ce genre d'exercice. Le ridicule ne tue pas, certes, mais tout de même. Pas sûr. C'est pas tenu de rire. Évitons-le. Là, les mots hésitent. Les mots se perdent. Les mots se taisent. Et même avant cela, l'imaginaire disparaît. Car on se dit que la barre est trop haute. Là, à venir dans un atelier d'écriture, trop difficile, que l'on va décevoir l'animateur, l'animatrice, que les autres vont faire mieux que nous, bien sûr, bien mieux. Et puis, que vont-ils penser lorsqu'ils vont entendre le texte que l'on a écrit? Surtout si on se risque au cruel. Et ne parlons pas de l'érotisme. Et même de l'introspectif. Puis soudain, sans crier gare, l'imagination passe la porte du juge. Le juge est absent. L'imagination arrive à notre conscience, déploie sa pelote d'images et de mots inédits, surprenants. C'est que le juge se repose. Il dort tranquillement dans un lit bien douillet et bien chaud. Un lit au doux son du battement d'un cœur, le nôtre.
c'est que la confiance, la chaleur humaine, le réconfort sont là, généreusement offerts sur la table, les feuilles, dans les stylos, dans l'air que l'on respire et dans notre corps. Alors la magie opère, corps et esprit réunis, plume en main ou clavier d'ordinateur sous les doigts, nous retranscrivons cet imaginaire qui se livre. Il s'agit juste de le suivre, comme nous suivons une musique, et de traduire en mots les images qui le contiennent. Je vous remercie d'être là ce soir. Que cette soirée soit un moment de partage, de rire et d'intimité. Cette première partie, pardon, excusez-moi. Je disais donc, cette première partie sera composée de 8 textes légers et drôles. Alors, les deux premiers textes frisent l'absurde, frisent sévèrement. Avec pour le premier, J'ai beaucoup fumé, une recherche de style et la manière de Russell Edson, un écrivain américain farfelu. Pour le deuxième texte, J'aurais besoin d'un peu de flagada, une écriture proche de l'écriture automatique. Le troisième et quatrième texte sont la personnification de deux ponctuations. Mais oui, on fait ça aussi. Le point-virgule et le point. Le cinquième texte, nous aurons la chance d'avoir avec nous un présentateur télé très bien connu, Julien Le Gers. La sirène du paquebot sera le sixième texte, loufoque, dont la consigne était d'aller dans des lieux d'écriture inconnus de nous. Le septième texte est la personnification, j'en tremble, d'un insecte mal aimé qui va parler de lui en essayant de se présenter de manière aimable. Ici, l'araignée, texte écrit par Olivier et qui sera dit par Hélène. Enfin, le huitième texte, un dialogue de sourds ou de fous et de fous entre un homme et une femme. Tu te souviens de ce qu'Hélène nous a dit pour l'atelier d'écriture de demain? Oui. Il fallait chercher un mot dans le dictionnaire que l'on ne connaît pas. Tu pourrais t'en faire mal. Je te parie qu'elle va nous faire utiliser ce mot dans un texte. Oui, c'est fort possible. J'aimerais bien en trouver un. Ça te dit si on fait ça ensemble? Oui. Alors, allopathie, allopathique, Alphonse, non. Allostérie. Allostérie, tu sais ce que ça veut dire? Non. Propriété de certaines protéines qui changent de conformation et d'activité lorsqu'elles s'associent à un ligand, activateur ou inhibiteur, sur un site spécifique différent du site actif dans le cas d'une enzyme. Un ligand, tu connais ce mot? Ah non. Alors, ligand.
J'ai beaucoup fumé pour rendre hommage à Michel Sardou. J'ai fumé du hareng, du saumon d'Écosse, du jambon serrano. Michel Sardou n'est jamais venu me voir. Alors j'ai fumé la moquette, une Saint-Maclou 4x3 à bouclette. Couleur Connemara. J'ai fumé un cigare et puis je l'ai mangé. Michel Sardou n'est toujours pas venu me voir. Mais c'est normal, il était mort. C'était un hommage posthume, je l'avais oublié. J'ai tendance à oublier beaucoup de choses ces temps-ci. Alors, j'ai beaucoup fumé pour rendre hommage à Michel Rocard. Il est mort, j'en suis sûr, d'un cancer des poumons. J'aime joindre l'utile à l'utile. Ligand. Ah, j'ai trouvé. Molécule. Ion uni à l'atome central d'un complexe par une liaison de coordinance. Pas mal tout de même, tu trouves pas? Je n'ai rien compris. J'aurais besoin d'un peu de flagada pour son orteil droit. Son orteil droit, il est plébéante et Byzance de stratège. J'aurais besoin de coton, de soie de papillon des neiges et des blancs d'œufs, sans cendre de cigarette. J'aurais besoin pour son orteil droit, plébéante et Byzance de stratège, de porcelaine de Limoges, d'éponges humides et chaudes. Ainsi, je pourrais le tremper délicatement dans le saladier à fines fleurs et l'imbiber d'eau chaude et berceuse. Ainsi, la plaie béante et Byzance de stratège se détendrait et s'épancherait et dirait tous les mots dolores de la terre, terre-mère, terre tourne sur elle-même. J'aurais besoin d'herbes folles aussi, et de rosiers roses, aux dolce vita, aux épines dolce vita, aux senteurs légèrement sucrées, afin de reposer son orteil droit, plébéante de Byzance de stratège, afin qu'il se repose, pose dans cette vie longue de jours et de sang mêlé, et de châteaux et de nénuphars sans crayon de couleur. Je serai oreiller de dentelle fine de Bretagne, pour stratège de son orteil droit béante plaie de Byzance. Je serai couverture de laine de chèvre angora, pour Byzance béante de son orteil droit au stratège plaie. Je serai nuage de lin, pour son orteil droit, plaie béante de stratège de Byzance. C'est quoi tu comprends pas? Ligand.
Ligand. Ligand. Ligand. Molécule. Ion uni à l'atome central d'un complexe par une liaison de coordinance. C'est le mot coordinance que je ne connais pas. Et c'est pas grave ça. Bon. Coordinance. On va le trouver ce mot. Coordinance. Prosternez-vous devant le signe de ponctuation le moins usité de la langue française. Obscur et ténébreux, attirant juste ce qu'il faut, pas assez pour m'utiliser régulièrement. Tout le monde a peur. Dans les courriers de l'administration, aucune trace de moi. Dans tous les règlements et autres modes d'emploi, pas l'ombre de mon empreinte. Même dans la Bible dictionnaire, pas le début de l'once d'une définition. Non. Il faut me mériter. Me déguster dans les écrits les plus ouvragés. Dans les lignes d'un auteur qui ferait une phrase pièce montée avec ceci, cela et ça, et encore ceci, cela et ça. Une véritable logomachie de 3 pages minimum. Aux temps anciens, je siégeais dans les longs manuscrits des amoureux épistolaires et des correspondants lettrés. Je mettais du rythme dans la phrase pour dire que non, il n'a pas tout à fait fini de livrer le fond de sa pensée. Parce que mon cher ami, ma douce Pâquerette, je n'ai pas assez de mots pour vous dire que je... Ouais, voilà. C'est ça. Je suis sur mon trône. Peu osent m'écrire, de crainte de ne pas le faire à bon escient. La compréhension en serait compromise, mon cher. Qu'importe mes vassaux, points et autres virgules. Ils m'admirent, me jalousent. Je les entends chuchoter derrière mon dos. Pourquoi 2 noms accolés à lui tout seul? Pourquoi a-t-il, sans le demander, annexé nos 2 patronymes? Et pourquoi, grand Dieu, se fait-il si rare et donc si précieux? Silence, espèce de gueux, et inclinez-vous devant moi. Monseigneur, point virgule premier, son éminence de la ponctuation. Coordinance. Ah, j'ai trouvé. Nombre des atomes qui sont proches voisins d'un autre atome dans un édifice atomique, molécule, ion ou cristal, voire ligand. Eh bien là, c'est clair là. Et et quel est le mot déjà que tu avais trouvé au début? Allostérie. Allostérie, c'est ça, allostérie. Tu te souviens de la définition? Non. Voyons voir. Allostérie. Ce que je ne supporte plus, qui m'emplit chaque fois d'une profonde tristesse, c'est ce terrible jugement, proféré sur un ton condescendant, souvent même méprisant. Celui-là, oui, cet avorton, ce moins que rien, il veut toujours avoir le dernier mot. Oui, cela me désole que l'on ne reconnaisse pas mon véritable rôle, que l'on ne me juge qu'à l'aune de la phrase que je clos, et non à celle qui va suivre, que l'on me considère ainsi comme un tyran, un despote, et ma petite taille de renforcer cette appréciation. Alors que je suis un passeur, l'alpha et l'oméga. Ce qui me réjouit,
Et là, personne ne me l'enlèvera. C'est mon rôle quasi indispensable dans la création des majuscules. Je ne parle pas des noms propres qui assument solitairement les leurs. Non, je m'intéresse aux mots dits communs. Triste appellation qu'ils ne méritent pas. Que je regrette le temps de la plume d'oie, de la plume chromée sergent-major, ce temps où pleins et déliés explosaient dans les minures gracieuses de volutes élancées, ce temps où le L devenait boucle, tourbillon, le M s'ornait de tête et de queue crochetée, le H devenait portail de château, le B assumait avec satisfaction ses boursouflures. Alors que le clavier de l'ordinateur, qu'il se le joue en Arial, en Garamond, en script même, ne fera jamais que répéter un merci, ersatz, dans les minures sans âme, à jamais identique. Je suis le point final. Invitation à fermer le livre. Invitation à l'ouvrir de nouveau, à revenir sur l'ultime chapitre, sur les dernières lignes, pour s'imprégner des personnages que l'on quitte, que l'on abandonne avec regret, avec déchirement parfois, tant leur histoire nous a habités, tant ils nous ont importés. Alors oui, je regrette ce moment cruel, mais indispensable, où il n'y a plus rien après moi. Plus que la blancheur de la troisième de couverture. Propriété de certaines protéines qui changent de conformation et d'activité lorsqu'elles s'associent à un ligand, activateur ou inhibiteur, sur un site spécifique différent du site actif dans le cas d'une enzyme. Et voilà, j'ai tout compris. C'est génial, non? Et tu vas l'utiliser comment? Est-ce que je pose des questions, moi? Ah oui, hystérie. Je peux l'utiliser dans une métaphore. Mais encore? Écoute ça. Comme certaines protéines, Céline est une allostérie. Elle est tout à la fois pianiste, charcutière et bibliothécaire. Selon le lieu où elle se trouve. Alors là, chapeau. Julien Le Gers, sorti de la fiche de sa poche. Vous êtes prêts? Bien. Vous aussi, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, vous pouvez participer de chez vous à trouver le personnage. Prêts? Les mains sur les buzzers. Qui aurait pu penser que ce Godbureau un jour deviendrait le chef spirituel de la terre entière? Dalai Lama. Ben non. Coiffé d'une théière, il apparut sur le balcon pour saluer la foule. Gandhi.
Non, son visage éclairé par les rayons du soleil vint mettre en évidence la couleur de sa peau. Jésus, Barack Obama. Mais non. Noire. Elle était noire. Je suis. Stupéfaction de la foule, qui, pétrifiée, fut saisie d'un nystagmus collectif et frénétique. Dieu l'avait désigné comme son plénipotentiaire. Nelson Mandela. Mais non. Son apparition sous le balcon fut accompagnée par le son des larigots des orgues du Vatican. Martin Luther King. Mais non. Dieu l'avait désigné comme le prélat, le seul sur la terre à pouvoir se targuer de détenir et diffuser la vérité. Jésus-Christ noir. Mais non, le seul à pouvoir le représenter. François Mitterrand. Je suis. François Ier, le pape. Ah, le pape. Ah oui, il est gagnant. Vous avez gagné le montre à blanc de 7 kg 500. La sirène du paquebot sonna bruyamment, appelant les derniers hommes à rejoindre le pont. Bouh! Bouh! Pour un hurlement de sirène, c'est un hurlement bien curieux. Et oui, la sirène du paquebot pleurait. Des larmes de sel. Les sirènes des mers, émues, sortirent alors des abysses, quittant leurs profondeurs obscures dans l'ondulé fluide de leur corps mi-femme, mi-poisson, traversant les bancs de maquereaux et les touffes de laminaires pour se dévoiler au grand jour, effleurant la surface de l'océan dans l'équilibre gracieux et joyeux, chantant dans une harmonie envoûtante une mélopée à laquelle tout homme normalement constitué ne peut que céder, fût-il moine, bénédictin ou cénobite. Bon! La sirène du paquebot se tut. Les hommes se ruèrent sur le pont en chantant, enchantés, dans un chantier indescriptible. À nous, soyez à nous, clamèrent-ils. Venez, venez, mes beaux, mes jolis. Susurrèrent les sirènes qui étaient au nombre de 5. 5 sirènes. 5 sirènes. 5 sirènes, 138 matelots. Ah, quelle disproportion. C'était sans compter, mais vous aurez noté que je compte quand même. C'était sans compter, comptais-je, avec toutes les péripéties qui s'en suivirent. Vous me suivez? La plupart des matelots se jetèrent à l'eau. 112 hommes d'équipage se noyèrent illico.
Il ne savait pas nager. Pour des matelots, c'est ballot. « 16 s'assommèrent les uns sur les autres. S'étant jetés au hasard, accompagnés d'une mauvaise fortune, les ayant fait choir sur un camarade ayant plongé quelques instants auparavant. Les cons 5 furent avalés pronto, ou illico, ou presto, comme ça vous chante, par 2 orques épaulards, en goguette, Guy et Huguette. Restèrent 5 chanceux. Enfin, je l'espère, pour eux. Oui, car comme je suis passé en mode écriture automatique, je ne sais fiche rien de ce qui va leur arriver ensuite. Et pas. J'ai évité l'anaphore avec POF, vous l'aurez noté. Oui, car tomber dans les bras d'une sirène, franchement, moi je ne sais pas, je suis pas sûr du cadeau. Et vous? Peut-être aurait-il mieux valu qu'il tombasse dans les bras de sirène. Au hasard. Cléopâtre. La reine de Saba. Élisabeth d'Angleterre. Arnegonde de Worms, 4e épouse de Clotaire Ier, 515-573. Et 2 autres dont je vous laisse le choix. Bref, elles, les sirènes, elle se régalait par avance. Les hommes, eux, jouissaient avant l'heure. C'est ma chute. Je suis une araignée, une veuve noire, la plus belle des araignées, petite mais si bien proportionnée.
Une belle tête, aux 6 grands yeux délicats, ourlés de fins cils vibrillonnants, un torse puissant, finement galbé, 8 longues et élégantes pattes gainées de chitine noire et brillante. Et ce dont je suis le plus fier, mes crochets à venin. Ce ne sont pas les disgracieuses canines laineuses de ma cousine la migale, ni les méchants crochets noirâtres de la sournoise tarentule. Mes 2 aiguilles recourbées au reflet d'émeraude, d'où perle toujours une goutte de mon si précieux élixir de mort. Femelle je suis. Je n'ai rien à voir avec mon mâle, petit être jaunâtre et chétif, à l'humeur peureuse et acariâtre, quand la mienne est si égale. J'aime les maisons des humains. Je les préfère aux arbres gorgés d'humidité, aux grottes insalubres, surpeuplées de congénères et de prédateurs et les mal embouchés. Ma vertu première, excusez-moi, il faut faire le service toute seule. C'est tout de même inquiétant de nos jours. Donc je disais donc, ma vertu première, comme toute chasseresse tisserande, est la patience. Et de cette qualité, je n'en manque pas. Je ne tisse pas une grande toile, non, quelques fils solides, de préférence dans un angle de mur. La phalène, à peine les frôle-t-elle qu'elle y est engluée, comme prisonnière du filet de soie du chasseur de papillons. Je n'ai plus qu'à déposer ma perle de rosée sur la tête de ma proie. Nul besoin de morsure. Et en quelques secondes et tressautements, mon repas est prêt. Quelle efficacité! Quel talent de chef cuisinier, me diriez-vous? Et comme tout cordon bleu qui se respecte, j'ai un plat de prédilection. Mon chef-d'œuvre. Je l'appelle Nuit d'amour. Si j'avoue un titre un peu ronflant pour une partie de pattes en l'air, surtout lorsqu'on considère les si piètres déclarations d'amour, le membre si décevant, la rapidité du coït. Non, le meilleur est à venir. Une fois donc ma descendance assurée, j'attrape le triste cire de mes longues pattes avant, lui fais effectuer un soupir radieux qui l'arrache de ma croupe rebondie pour lui offrir un entouré de face à face, un baiser langoureux. Il y répond avec fougue, passion même. Alors, voici donc ma recette. Je déclenche 2 gouttes de mon nectar au goût subtil et délicat. Pas plus, ce serait du gaspillage. Je les mélange à ma salive. Mon pauvre amant s'en délecte. Pouf, pouf, à peine le temps de compter jusqu'à 3, il est mort. Je peux commencer enfin à l'aspirer. Ainsi, il sera tout à fait mien. N'y a-t-il pas
Plus beau trépas, plus beau destin que de servir de pièce montée le jour de ses noces. Ne me demande pas pourquoi. Ben, je n'ai pas ouvert la bouche. J'anticipe. J'anticipe. Ah ben, tu anticipes mal, vois-tu. Et pourquoi, je te prie? Pourquoi? Je croyais que je ne devais pas te demander pourquoi. Non, c'est pas ça. Tu as très bien compris ce que je veux dire. Non, je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Tu m'énerves à la fin. Alors je te dis juste que tu anticipes mal, et juste ça, et te voilà énervé. Alors là, c'est un comble. Je ne suis pas énervé. Tu m'énerves. Tu la vois la différence? Non, vraiment non. Si je comptais le nombre de fois où tu dis non, Ben oui, t'as qu'à les compter, oui. là, tu l'as fait exprès. Quoi? De dire oui. Tu veux me contrarier, c'est ça? Mais je ne veux pas te contrarier, je respecte ta demande. Comment ça, ma demande? Tu l'as déjà oublié. Ta demande qui est ne me demande pas pourquoi. Eh bien si, je te le demande. Non, je respecte ta demande qui est ne me demande pas pourquoi. Vraiment, tu te moques de moi? Non, je ne crois pas. Non, j'essaie d'établir avec toi une relation de confiance claire et précise, simple. Alors là, franchement, tu exagères. Pourquoi? Tu vois, tu ne respectes pas ma demande. Laquelle? Ne me demande pas pourquoi. Mais le pourquoi d'ici n'est pas le pourquoi de tout à l'heure, mais enfin... Voilà, tu es à nouveau dans le refus. Moi, dans le refus? Moi? C'est la meilleure. Et tu t'es vu, toi? Elle est bien bonne, celle-là. Tu inverses les rôles, là. Attends, on va voir ça, on va voir. On va voir comment tu réagis à ma question. Pourquoi, tout à l'heure, je ne devais pas te demander pourquoi? Mais en disant pourquoi? Tu vois bien que tu ne respectes pas ma demande. Tu le vois ou pas? Je sais pas, moi. J'ai besoin de faire une pause, là. Ne me demande pas pourquoi. Vous n'avez pas bientôt fini? Pourquoi vous vous disputez n'importe comment? Je voudrais bien savoir pourquoi.
Est un autre monde de mots. Un monde de mots vie, de mots sens et intime, qui retrace notre quotidien, qui exprime des poésies, nos poésies, voyages imaginaires aux consonances de chair et de sang. Un monde de souterrains maudits qui n'ont rien de diabolique, mais qui révèlent des lieux de nous que nous taisons, dissimulons, par peur de nous montrer fragiles et vulnérables. Bon voyage. Népal. Trek Annapurna. Ascension du col Torung Phedi à 5416 mètres d'altitude. Au camp numéro 4. Monsieur Diaz, debout, il faut se lever et partir rapidement. J'ouvre les yeux, tu l'as. Le guide me tapote l'épaule, il est 4h30 du matin. Péniblement, je sors de mon duvet et me dirige vers la porte prendre une bouffée d'air. Dehors, tout est sombre. Je devine les ombres des montagnes découpées sur un ciel dégagé et cependant obscur. Je ne reste pas longtemps. La température doit être dans les 30 degrés en dessous de zéro. Une odeur de thé m'attire vers la pièce commune. Tula a déjà préparé le petit déjeuner. Assis à une vieille table en bois, il nous présente sur une carte le parcours à suivre pour arriver au sommet du Torung, à 5416 mètres. Nous sommes 4 à gravir cette montagne. Le guide, le porteur, mon compagnon de route et moi-même. Nous quittons le refuge à 5 heures. Nous démarrons en cordée par une montée raide de 400 mètres, de 10 mètres blés, jusqu'au camp de base à 4850 mètres. Il fait très froid. J'ai le bout de doigt gelé malgré mes 3 couches de gants. Mais je tiens bien le rythme. Les petites lumières frontales qui scintillent devant moi illuminent la nuit d'éclats féeriques. À peine le camp de base atteint, je suis pris d'essoufflement. Des symptômes physiques apparaissent très vite. Mes joues sont gonflées, ma tête est douloureuse, je suis pris de nausées et de vomissements, je suis en pleine hypoxie. Les paroles du guide ne me rassurent pas. C'est le Hémamem, me dit-il, le mal aigu des montagnes. Cela devrait passer si on s'arrête quelques minutes. Mais dans le cas contraire, il serait très dangereux de poursuivre. Le mal pourrait se compliquer par un œdème cérébral. Il faudrait alors redescendre au camp inférieur. Heureusement, après un peu de repos, les symptômes disparaissent. Nous repartons pour la dernière ascension. La pente devient plus abrupte au fur et à mesure que nous avançons. Tout est sombre autour de nous. La neige renvoie un peu de lumière lunaire, créant des personnages fantasmagoriques, appartenant une contrée montagneuse. Nous marchons sur une crête neigeuse. De chaque côté, le précipice. Au loin, en contrebas, les villages disséminés dans la vallée. Le guide nous fait signe de nous arrêter un instant pour regarder le lever du soleil. Nous restons muets devant ce spectacle. Dans ce paysage noir et blanc, les notions d'espace et de temps disparaissent. Nous reprenons la marche. Nous foulons les nuages. Le vent redouble. La léthargie n'est pas loin. Son vide, sa douce quiétude m'attire. Seul le bruit de nos pas sur la neige me rappelle que je dois rester éveillé. Je suis le dernier d'accordé. Le soleil, encore caché derrière les sommets, éclaire le ciel qui s'illumine, se transforme en une braise géante, passant peu à peu du gris bleuté au rouge flamboyant. La montagne tout entière s'enflamme. Le manteau de neige se dévoile à nous dans une parure d'un blanc immaculé. Les cimes se découpent dans le ciel comme les crocs acérés des monstres imaginaires. Nous voyons le sommet du Torung à portée de main, ce qui me donne un regain de courage. Le soleil est maintenant haut dans le ciel limpide, d'un bleu glacial. Poussé par le désir d'arriver au sommet,
nous grimpons en file indienne, très, très, très lentement. Déterminés à endurer l'altitude, nous accordant à l'effort physique que l'exercice sollicite. Soudain, le souffle coupé, je m'arrête pour reprendre ma respiration. La cordée s'arrête également. Nous restons immobiles, silencieux, devant un paysage grandiose, spectaculaire. Il est 8h30 du matin. Nos derniers pas sur le Taurung rencontrent le soleil qui nous salue en nous réchauffant de ses rayons bienfaisants. Mon rêve s'est réalisé. Éperdus de joie, nous levons le bras au ciel et nous crions notre réussite. Vaincre ce sommet mythique est une victoire de plus sur moi-même. Après cela, plus rien ne peut m'arriver. Mais voilà prêt à déplacer des montagnes. Et à cette aurore, sur ce panorama d'un autre monde, fera partie de mon monde intérieur. Les mariniers écoutent l'eau, jouent en communion avec ses vagues tourbillons. Ils aiment ses douces sonorités, compagnes de leur solitude intérieure. L'eau se réjouit, elle, d'être écoutée avec tant de passion. Alors, elle recrée à l'infini le craquement des vagues contre la coque du bateau. Les mariniers sont heureux. Il n'y a pas plus beau bruit que le grésillement de la mer. Leur tympan absorbe cette énergie pour la donner au cœur, ravi de l'entendre. Oui, les mariniers ont une femme, tous la même, l'océan. Ils se nourrissent de ce monde si vaste qui peut rendre heureux le plus triste des hommes. Ils boivent l'horizon et ses courbes gracieuses, cette ligne pour eux est leur commencement. Les mariniers ont une femme, tous la même, l'océan. Souffle d'enfant, graine de pissenlit dans le vent. D'une branche au cœur tendre surgit une flûte. Mon grand-père. Pour faire un prévert, une casquette, un mégot, une veste, un paletot de laine blanche et grise, pied de poule, pied de biche pour les mauvais coups, les coups en douce sang, loose dé, lorsqu'il faudra décoincer un enfant prisonnier du panier à salade, prisonnier des poulets, car on l'a vu voler le garçon. Pas voler avec ses ailes, il n'a pas eu le temps de les déployer.
Non, voler une pomme. Car il avait faim. Et il avait juste sa main et la pomme qu'il appelait « Prends-moi, prends-moi ». Ça tombait bien, son estomac lui disait « Prends-la, prends-la ». Alors de sa main, l'enfant, il la prend. Mal lui en a pris. Car le marchand pousse son cri « Au voleur, à l'assassin, qu'on le pende, qu'on la raisonne !» Que de bruit pour une pomme, pense la pomme. L'enfant, lui, ne pense rien, il a peur. Il a faim. Et les Pandores l'enferment dans leur fourgon de tôle. Clic font les menottes. Clang quand elles se referment sur les barreaux de fer. Il y a des sièges en bois qui râpent les fesses et une sirène qui hurle pour faire peur aux passants, pour faire peur à l'enfant. Mais Prévert a tout vu. Casquette sur la tête, mégot contre les dents. Ouvre son paletot, pied de biche. Crochette la serrure du panier à salade, crochette les menottes, prend l'enfant dans ses bras, s'en retourne paisiblement. Dans sa poche, une pomme qu'il tend à l'enfant, au garçon, encore tremblant. Une pomme qu'il a volée à l'étal du marchand. L'odeur du tabac roulé. Silence. Il fait ses mots croisés. Ma fenêtre s'ouvre sur un tapis jaune, tous les matins. Un immense champ de tournesol, et ça respire. Je respire. Le soleil chante sur chaque corolle au centre foncé et à la couronne dorée. Le soleil me réveille. Ma fenêtre s'ouvre tôt, très tôt, à l'heure où les autres dorment encore, où il n'y a que le souffle de mes sœurs, à l'heure où la végétation se déploie dans un bâillement de pétales et de feuilles. Mon regard détaille chaque sillon reconnu. Je suis rassurée, tout est là. Dès le matin, ce monde de mon enfance n'a pas changé. Peu de maisons, peu de lumière artificielle, une seule route. Je suis rassurée à chaque fois que je rentre au pays. Même lorsque je coupe les lourdes chaînes familiales, un filet me retint vers là-bas. L'habitude, l'enfance, le déjà vu, le toujours vu, le toujours. Ce pays, c'est mon toujours et à jamais. Cette terre coule dans mon sang et dans celui de mes enfants. La terre est la même, celle qui a été bêchée, retournée, malaxée, déplacée. Ces pierres qui font la maison de ma grand-mère, ce muret, ce puits, le puits. Interdit le puits. Même adulte, je ressens si fort en mon ventre cette interdiction que je ne la franchis pas, même adulte. La magie est peut-être là. Avoir l'enfant si vivant en soi, à cet endroit-là, alors même que l'adulte est là. Avoir cet enfant tellement présent en moi et réussir à être un peu la mère de mes enfants, en même temps. Oui, un peu. Les souvenirs, les images d'avant, les balades, les longues promenades à pied, à vélo, la grande descente, le long des vignes, dans les vignes, le chemin de terre, le bois qui est à nous et ceux qui ne sont pas à nous, le coin à champignons, celui de mon père, forcément. Le temps se perd ici. Je redeviens petite, ado,
et encore un peu révolté. Ce petit bois-là, avec mon premier amour, c'est un pays qui ne change jamais, le premier amour. C'est une bulle de savon qui n'éclate jamais dans le corps et qui remue quelque chose chez la grande personne. Les rosiers, le matin et le soir, une tonnelle de roses, blanches et parmes. Et sur le chemin du raisin, les bosquets de roses annonçant la récolte. Je trouvais ça beau et poétique et romantique, cette avant-garde de fleurs devant chaque rangée de vignes. Des fleurs offertes à chaque rangée de vignes. L'odeur de la rose et du raisin qu'on ne vole pas, parce que ce n'est pas du raisin de table, jeune fille, c'est du raisin à vin. L'odeur du vin, âpre, fruité, avec un peu de bois, pas beaucoup. Plus tard, j'ai découvert que tous les vins n'avaient pas la même odeur. Plus tard, avec l'adulte. À ce moment-là, il n'existait que deux catégories, le rosé et le rouge. Pas de détails sur le fumé, la robe, la couleur, seulement deux choix assez simples pour les adultes qui m'entouraient, le rouge pour les hommes, le rosé pour les femmes. Le ciel aussi qui me manque tant, lorsque l'été je passais des heures sur une couverture à observer la voûte étoilée, toutes ces étoiles, cette lune, ce dégagement du ciel que je n'ai plus jamais eu chez moi, dans ma maison, dans le pays de mes enfants. La sensation de frais, de rêche, de doux à marcher pieds nus. Arrête de marcher pieds nus, tu vas te faire mal. Oui, oui, je me suis fait mal. Mais je me suis fait tellement de bien, maman, si tu savais. Il y a du jaune, du noir, du rose et du blanc. Il y a le vin et son camailleux de rose et de rouge. Il y a la terre, le ciel, dans mon tableau de vie. C'est mon pays d'enfance. Cyprienne, ici, tout le monde l'appelle le Cyprienne. On en oublierait presque son nom. Il est né Cyprienne Beau Soleil. Cela ne s'invente pas. Fils unique d'une famille périgourodine, dernier enfant de la lignée des Beau Soleil, célibataire, sans enfant, mais pas seul. D'abord parce qu'il parle souvent quand ça lui chante, invectivant le vent ou le soleil en s'agitant comme un diable. Il parle, gesticule, ses bras s'agitent, qu'il marche ou qu'il s'arrête, ses doigts comptent, pointent quelque chose, quand il ne les utilise pas pour se gratter. Et il se gratte souvent. Et la plupart du temps, la tête. Il faut que je t'explique comment il le fait, c'est trop drôle. Parce que Cyprien porte toujours un chapeau cabossé de vieux feutre tanné, quelle que soit la saison ou le temps qu'il fait, au point que je me demande s'il l'enlève quand il pose son chapeau. Quand il se gratte la tête, il n'enlève pas son chapeau d'une main pour se gratter de l'autre. Non, il le fait de la même main. Tu vois, il attrape son chapeau entre le pouce et l'index,
et il frotte avec les autres doigts. Et le chapeau, eh bien, il bouge au même rythme que son gratte-gratte. J'adore quand il fait ça. Cela me fait beaucoup rire. Mais Cyprien, il s'en fout. Il est concentré. Il fait les choses avec application. Il a une autre particularité, Cyprien. C'est de se moucher avec un gigantesque mouchoir à carreaux de la main gauche et rien que de la main gauche. Avec une seule main, il fait tout. Il sort son gigantesque mouchoir de la poche gauche de son large pantalon de coutil gris, le déplie, le pose sur son nez, se mouche avec ces bruits de tempête qu'on n'imagine pas, s'essuie toujours de droite à gauche, replie son mouchoir et le remet dans sa poche. D'une seule main, je te dis. Tu ne me crois pas? Eh bien, viens avec moi un jour, tu verras bien. Cyprien est un homme du dehors, quelle que soit la saison. En été, en galoche de cuir. En hiver, les pieds bien isolés dans ses sabots à noyer garnis de paille, une gabardine en velours côtelé pour les grands froids, et son chapeau. Voilà. Il porte si souvent son chapeau que son crâne est tout blanc. On le voit bien parce qu'il n'a plus beaucoup de cheveux, et son visage est tout cramé par le soleil. Buriné, on dit. C'est un homme bicolore. Avec son beau regard bleu et sa barbe de 3 jours qui lui donne une allure de vieux baroudeur, il plaît beaucoup aux villageoises, quel que soit leur âge. Il a de belles rides aussi qui sillonnent son visage mince, un nez plutôt crochu, une bouche charnue où un petit mégot gris se balade selon l'humeur de Cyprien. Je passe beaucoup de temps avec Cyprien, tout le temps que je peux. J'ai perdu le souvenir de quand je l'ai rencontré la première fois, mais on a tout de suite fait copain avec Cyprien. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il me parle comme un grand. Il s'en fout que j'ai que 13 ans, il fait pas la différence. Tiens, d'ailleurs, je m'en vais le rejoindre à une partie. Il m'a invité à une partie de pêche aux écrevisses. Et ça, tu vois, je ne le manquerai pour rien au monde. Je suis un amas de mots. Je suis un chaudron rempli d'un amas de mots. Je suis un bœuf bourguignon des mots. Je les cuisine à ma façon. Je cherche, je creuse, je mélange, je passe du coq à l'âne. Je dérape de gauche à droite, me glisse entre les portes, tels les skieurs sur les pentes abruptes. Je suis un chaud lapin des mots. Rapide et désordonné, je ne réfléchis pas, je fonce, je ne m'attarde pas sur les détails. Seul le but compte. Un bon plat bien mijoté, pas le plat sophistiqué avec quelques fleuritures par-ci par-là, juste pour la beauté du plat. Non. Moi, j'aime le bon plat traditionnel, consistant, qui vous remplit l'estomac et apaise votre faim. Pour réussir mes recettes, j'utilise au hasard les mots qui me tombent sous la main. Je suis un à peu près des mots. Je suis un brouillon des mots. Je suis Julien Lepers. Non, pardon. Je suis un bon vivant des mots. Je suis un apprenant testeur. Je suis un petit joueur, un mélangeur. Ceci dit, parfois, il me les brise menus, ces mots agaçants, qui vous sondent,
qui vous disent leurs 4 vérités. Et ces autres, ces mots qu'on n'aime pas entendre, parce qu'ils vous font mal, vous désarment, vous rabaissent, vous détruisent. Tous ces mots qui vous insultent, vous maltraitent, me hérissent le poil. Je suis le à peu près des mots. Je le jette comme ça, d'une manière négligée. Mais peu à peu, ils prennent forme, ils s'ordonnent, se mettent en rang, les uns derrière les autres, se trouvent des acquaintances, des affinités, et finissent par faire des groupes et donner du sens. Ils finissent par construire ma vie, mes rêves, mes désirs, mes fantasmes, mes peines, mon monde. Je suis un amoureux des mots. Ce sont les seuls qui me connaissent réellement. Ils m'accompagnent partout. Ils sont partout. Sans eux, pas de vie, pas d'existence. Le néant, rien, nada. Comment ne pas les aimer? Même si parfois ils sont capricieux, se cachent, s'en vont, puis reviennent. Ah, la mémoire qui flanche. Cela, je m'a dit l'un d'eux. Eh oui, je sais. C'est le mot juste que je cherchais. Mais s'ils ne sont pas tous comme ça, à jouer à cache-cache, il existe aussi des mots permanents, des mots doux, tendres, suaves, mélodieux. Je les aime bien, ceux-là. Ils m'apaisent et me redonnent confiance. Alors, comment ne pas tomber amoureux des mots? Un petit pas, un petit trot, du jardin au fourneau, de la laine au tricot, ma grand-mère. Périph' la nuit, sapin d'immeuble illuminé. Qui vit derrière chaque bougie? Le pays où je suis née est un pays sauvage, un pays de forêts épaisses qui recouvrent des collines entières, de rivières en contrebas qui chantent leur bruit de rivière, d'eau qui s'écoule, qui rencontre un rocher, de déserts des hauts plateaux qui s'étendent à perte de vue, déserts d'oliviers, de chênes verts, d'arbousiers, de capriers, de cistes cotonneux, de myrtes et de sauge, de chemins de prière, de chemins pierriers, de chemins pruniers en fleurs, en fruits, dénudés lors de la longue nuit d'hiver. Je suis d'un pays où les étrangers sont bienvenus. Des étrangers
Nous en sommes tous. Des errants, des démunis. Je suis née d'un pays de grottes ancestrales, préhistoriques, qui ont gardé en leur sein quelques traces, tracées noir sur ocre, que des hommes, premiers hommes, ont croquées. Je suis d'un pays blanc et noir et couleurs. Toutes les couleurs, surtout toutes les couleurs. La couleur de l'oubli, comme celle de la fuite, comme celle de la colère, de la parole posée, la couleur de l'amour, la couleur de la joie. Ah, je ne voudrais pas vivre ailleurs. Je ne voudrais pas. Je suis d'un pays fenêtre sur d'autres ailleurs, d'autres pays inconnus. Pays des maisons rouges, des bateaux de pêcheurs aux yeux bridés, pays des sous-marins vétustes, pays des châteaux forts, des royaumes dorés et parfumés. Je suis d'un pays où la devise est liberté, égalité, fraternité. Un pays généreux, où la parole est libre, la pensée est libre. Un pays soleil matin. Et un petit dernier pour la route. Pour faire le portrait d'un oiseau, c'est pas de nous, hein, c'est de Prévert. Donc pour faire le portrait d'un oiseau, prendre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de sain. Quelque chose de sain. Quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placez ensuite la toile contre un arbre, Contre un arbre. dans un jardin, dans un bois. Ou dans une forêt. Ou dans une forêt. Se cacher derrière un arbre. Sans rien dire. Sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. Pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, S'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau rentre dans sa cage. entre dans sa cage. Et quand il est rentré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacer un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, Vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
Donc voilà, il y a un apéritif maintenant. Voilà, si vous voulez rester avec nous un moment. Bon, la sangria vous attend. Merci.